Alors, donc, j'en viens à la deuxième question. Il n'y a pas de question sur la 1. Donc, ah oui, pardon, j'avais pas fini de commenter le programme. Donc ici, c'est simplement, j'initialise S à 0 et j'ajoute 1 sur AK carré pour tous les éléments de la liste, donc pour tous les AK, ce qui me donne la somme S qui est ici. Le gros sigma, ça ne dépend pas de I, je le calcule une fois pour toutes. Et ceci étant fait, pour chaque I, je vais multiplier par le S que j'ai calculé, je multiplie par AI carré, c'est L de I au carré, et je regarde, si c'est plus petit que 2, on veut qu'ils soient tous plus grands que 2. Donc, dès qu'il y en a un qui est plus petit que 2, on peut s'arrêter. La réponse, c'est faux. Alors que si on arrive au bout sans avoir renvoyé false, c'est que ça ne s'est pas produit. Aucun n'était inférieur à 2. Aucun n'était inférieur à 2, ça veut dire qu'ils étaient tous supérieurs ou égaux à 2. Donc on peut renvoyer true. C'est vrai. Ok? On pouvait faire une boucle while, oui. On pouvait faire une boucle while. Tant que c'est supérieur ou égal à 2, on continue. Donc ça revient au même ici parce que return false arrête la boucle for, mais vous avez tout à fait raison, une boucle while c'est la structure qui serait adaptée, elle est plus adaptée que le for, elle est indispensable si on continue la fonction après, mais comme c'est tout ce qu'on cherche à savoir, on peut interrompre le for grâce à un return. Et ça, c'est très bien vu, il n'y a pas de souci à faire comme ça. On peut faire un for alors que c'est un while qu'il aurait fallu faire dans la situation où quand on s'interrompt, quand le while se serait arrêté, la fonction est terminée. Alors je garde un œil sur vos questions éventuellement, je passe à la question 2. Donc la question 2, c'est un exemple par rapport à ce qui va se passer dans la question 3 qui est plus générale. La question 2, on prend des vecteurs particuliers, U, V et W, et P, le plan d'équation Y-Z égale 0. Et on veut les projeter orthogonaux. Donc, on a fait des exercices où on a fait, je crois, 3 méthodes à chaque fois pour calculer une projection orthogonale. On peut carrément passer par la matrice, l'écriture de la matrice de P. On peut faire un changement de base, des tas de choses compliquées. Donc dans ce corrigé que j'ai écrit hier, en fait, le Python j'avais fait avant, mais le corrigé, j'ai pas retrouvé mes notes, donc j'ai refait un corrigé. Donc là, c'est ce que j'ai choisi hier par rapport à ce qu'on a fait cette année. Je me suis dit qu'on allait faire directement la projection orthogonale en revenant à la définition de projection orthogonale. Donc je prends chacun des vecteurs U, V et W et je vais faire le même raisonnement pour les 3 vecteurs. Donc j'ai choisi d'appeler T le vecteur que je suis en train de considérer. T ce sera successivement U, puis V, puis W. Ce vecteur T, je cherche son projeté orthogonal sur le plan P. Donc ça veut dire que je cherche un vecteur qui est dans P. Un vecteur qui est dans P, qu'est-ce que ça veut dire exactement qu'il est dans P? Ça veut dire que Y égale Z. Donc c'est un vecteur de la forme ABB. Ici. Donc, je note T, un des 3 vecteurs, et son projeté, P de T, son projeté orthogonal sur le plan P, il sera de la forme ABB. Juste, ça dit juste qu'il est dans le plan P. Y égale Z. Et donc, la définition de projection orthogonale, c'est que ce vecteur P de T, il a la propriété que T moins P de T est orthogonal à tous les vecteurs de P. Donc, c'est orthogonal à X pour tout X dans P. Alors, P est un plan. P est un plan. Imaginez le plan et on a le vecteur T qui est au-dessus, enfin pas forcément vertical, c'est un vecteur qui est comme ça, et on le projette, c'est-à-dire que depuis sa pointe, on descend verticalement sur le plan P. Donc le vecteur T moins P de P, c'est celui-ci, c'est celui qui descend. Il est orthogonal à tous les vecteurs du plan P. Il est orthogonal à tous les vecteurs du plan P, donc en particulier à 2 vecteurs du plan P. Quelconque. Je peux prendre 2 vecteurs quelconques. Ce vecteur vertical sera orthogonal aux 2 vecteurs du plan P. Pourquoi 2? Parce qu'en fait, dans l'autre sens, s'il est orthogonal à 2 vecteurs indépendants du plan P, alors par un petit calcul de linéarité, on peut voir qu'il va être orthogonal automatiquement à tous les vecteurs de P. Donc en prenant juste 2 vecteurs, en faisant le calcul avec 2 vecteurs, je sais que j'ai une condition équivalente à celle qui est écrite ici. Donc si j'écris que T moins P de T est orthogonal à un premier vecteur puis un deuxième vecteur de P, je suis sûr qu'il sera orthogonal à tous les vecteurs de P.
Et donc j'aurais utilisé complètement la définition de projection orthogonale. Donc je vais prendre pour x deux vecteurs de P au hasard. Vous voyez comment je les ai choisis. J'ai mis, il faut y égale z pour les vecteurs de P. Donc j'ai mis 0, 0 et 1, 1. Et puis j'ai complété avec n'importe quoi d'autre. Donc là j'ai mis un 1. Il ne faut quand même pas le vecteur nul, hein, puisqu'on veut deux vecteurs indépendants. Et là, ayant 1 et 1, j'ai mis 0. En regardant, en comparant les deux, je vois bien qu'ils sont indépendants, donc ça marche. Donc j'ai fait au plus simple possible deux vecteurs de P. Voilà, donc j'ai fait une petite phrase pour dire que on s'en fiche de savoir ça en fait. Hein. Tout ce qu'on veut, c'est trouver P de T. Le fait de savoir que ça suffit de faire le produit avec 2, c'est juste rassurant. On sait où on va, mais c'est pas nécessaire de le redémontrer ici. Donc on va faire ce produit scalaire de T moins P de T avec ces deux vecteurs et on va trouver des conditions. Alors je commence par le vecteur U. Voyons l'énoncé, le vecteur U 1, 0, 0. Et là, je me rends compte tout de suite qu'il est déjà dans P celui-là. Donc son projeté orthogonal, c'est lui-même. Donc tout ce raisonnement que j'ai fait, si je n'avais eu que U à traiter, il n'aurait servi à rien. Hein, parce que U est déjà dans P, donc son projeté orthogonal, c'est lui-même. Je réponds à la question, est-ce qu'on peut mettre P de T moins T à la place de T moins P de T? Tout à fait. Parce que c'est l'opposé. Alors peut-être vous me proposez ça parce que dans le cours j'ai peut-être mis P de T moins T, je ne me rappelle plus, c'est équivalent, hein. Il n'y a pas de différence entre mettre T moins P de T ou P de T moins T. Si un vecteur, j'agrandis un tout petit peu, si un vecteur est orthogonal à un autre, donc voilà, un vecteur orthogonal à un autre, son opposé aussi, non, on voit pas, son opposé vers le bas aussi, vous voyez. Le produit scalaire x scalaire y ou moins x scalaire y, s'il y en a un qui fait 0, l'autre fait 0 aussi. Donc c'est équivalent. Je peux effectivement mettre t moins p de t ou p de t moins t. Donc pour u, pas de souci, p de u, c'est u. Il n'y a rien à faire. Ensuite pour v, p de v. Donc je fais le calcul pour v. On l'a bien en tête, v c'est 0, racine de 2, 0. Je distribue le racine de 2. 0, racine de 2, 0. Donc je calcule v moins p de v. V c'est 0, racine de 2, 0. Et moins p de v, donc p de v c'est le vecteur que je l'ai appelé ABB ici. Donc ça fait 0 moins A, racine de 2 moins B et moins B. Donc v moins p de v c'est ce vecteur là. Je fais le produit scalaire avec 1, 0, 0. Donc ça fait moins A fois 1 plus ça fois 0 plus ça fois 0. Donc ça fait moins A. Le fait que ce soit égal à 0, c'est équivalent au fait que A soit égal à 0. Et ensuite, je fais le produit scalaire avec l'autre vecteur, 0, 1, 1. Donc comme ici, mais je remplace 1, 0, 0 par 0, 1, 1. Et ça fait moins A fois 0, plus ça fois 1, plus ça fois 1. Donc ça fait au total, alors je n'ai pas détaillé le calcul, ça fait racine de 2 moins 2b. Il manque le égal 0, d'ailleurs, il faut que je corrige. Ça fait racine de 2 moins 2b égale 0, ce qui me donne b égale racine de 2 sur 2. J'ai fait la même chose avec W. W, il ressemble, c'est juste le racine de 2 qui est placé différemment, il est en troisième position. Et on trouve la même chose, B égale racine de 2 sur 2. Donc P de V et P de W sont égaux et égaux tous les deux à ce vecteur-là. Ok. Ensuite, la question nous demande la norme, donc je calcule la norme. La norme au carré, c'est 1 au carré plus 0 au carré plus 0 au carré, donc ça fait 1 pour le premier. Et pour celui-ci, 0 au carré plus donc 2 sur 4, c'est-à-dire 1 demi ici, plus 2 sur 4, encore 1 demi. 1 demi plus 1 demi, ça fait 1. Donc la norme au carré vaut 1, donc la norme vaut 1 aussi. Donc pour les trois, la norme vaut 1. Ok? Ça va? Est-ce que vous l'aviez réussi cette question? Non? Ok.
pas le même résultat. Alors Maëlle, si vous avez un résultat différent et que vous ne voyez pas pourquoi c'est faux, vous pouvez mettre une photo peut-être là et je regarderai après. Donc là je vais continuer sur les questions, mais vous pouvez me montrer ce que vous avez fait. Alors la question 3. La question 3. Donc on est dans R3, on considère la base canonique 1, 2, 3. Le fait qu'on soit dans R3, c'est juste c'est lié à la limitation du programme. On a vu le produit scalaire que dans R3. On aurait pu parler d'un produit scalaire dans un espace de dimension 3. Donc là ils prennent la base canonique, c'est vrai que c'est 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1. Tout simplement. Ça n'est pas utilisé le fait que c'est la base canonique. Et 3 réels, donc on suppose qu'il existe un plan P tel que les projetés orthogonaux des vecteurs A1, E1, A2, E2 et A3, E3 sur ce plan et tous la même norme que l'on notera D. On considère une base orthonormée du plan P sur lequel on projette et E3 un vecteur normal à P et de norme 1. Donc au total, epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3 est une base orthonormée de l'espace. Puisqu'on a une base orthonormée dans un plan, j'essaye de... Dans un plan comme ça, je vais le mettre horizontal. Ma main est horizontale, donc j'ai deux vecteurs qui sont de norme 1 et orthogonaux, base orthonormée du plan, et epsilon 3, un vecteur qui est vertical par rapport à ces deux-là, et de norme 1 aussi, donc j'ai bien une base orthonormée de l'espace. Alors, on cherche, première question, une expression de P de EI, P de chacun des EI, les vecteurs de la base de R3, donc P de E1, P de E2, P de E3. Alors, on va commencer par dire que P de EI, donc le projeté orthogonal de EI sur le plan P, c'est un vecteur du plan, P, et donc il est combinaison linéaire de epsilon 1 et epsilon 2. Donc je peux l'écrire ici, P de EI peut s'écrire un certain coefficient fois epsilon 1 plus un certain coefficient fois epsilon 2. Ça c'est parce qu'il est dans le plan. Et ensuite ce que je vais faire, c'est utiliser la définition de projection orthogonale, de nouveau. Le vecteur EI moins P de EI est orthogonal à la fois à epsilon 1 et epsilon 2. Il y a une parenthèse de trop. Donc je fais les produits scalaires, c'est exactement comme là-haut. Alors par rapport à l'énoncé, j'utilise ma notation du cours du produit scalaire. Je n'ai pas fait l'effort de m'adapter à l'énoncé. Si jamais ça arrive à l'écrit, vous devez vous adapter. Dans cet énoncé, ils ont choisi de noter le produit scalaire comme ça. Ok. Donc les crochets, le signe inférieur, le signe supérieur et la virgule entre les deux. Nous, dans le cours et dans le programme officiel de BCPST, ça n'est noté que de cette façon-là, avec un point. Donc j'ai mis un point ici dans ce sujet. C'est quand même un sujet officiel agro, donc il faut, bon, si on vous met des crochets comme ça, il faut les utiliser. Elle n'est pas définie. À l'écrit, ce sera toujours défini, la notation pour le produit scalaire, comme on a vu dans un sujet de G2E, je crois. Donc, je dois avoir ce vecteur EI moins P de I doit être orthogonal à la fois à epsilon 1 et à epsilon 2, comme tout à l'heure dans l'exemple. Donc, je développe mon produit scalaire par linéarité. E1, ça fait EI scalaire epsilon 1, EI scalaire epsilon 1, moins P de EI scalaire epsilon 1, donc moins P de I scalaire epsilon 1, je vais le lire ici. P de I scalaire epsilon 1, donc là, imaginez, je n'ai pas détaillé, P de EI scalaire epsilon 1, ça va faire AI1 epsilon 1 scalaire epsilon 1, plus AI2 epsilon 2 scalaire epsilon 1. Mais c'est une base orthonormée. Donc mon epsilon 1 scalaire epsilon 1 vaut 1, et le epsilon 2 scalaire epsilon 1 qui apparaît ici, il vaut 0, parce que les vecteurs sont orthogonaux. Donc en fait, il reste juste AI1, d'où le AI1 qui est là. EI scalaire epsilon 1 moins AI1 qui est là, pardon. Donc quand je fais ce produit scalaire, EI scalaire epsilon 1, que je répète, moins P de EI scalaire epsilon 1 qui vaut AI1 ici. Ceci doit être égal à 0. Ça me donne AI1. AI1 est égal à EI scalaire epsilon 1. De la même façon, AI2 est égal à EI scalaire epsilon 2. Et donc j'ai ma formule ici en remplaçant AI1 et AI2. P de EI est égal à AI1 epsilon 1 plus ceci qui est AI2 epsilon 2. Donc j'ai une formule pour P de EI en fonction de EI et epsilon 1 epsilon 2. C'est ce qui était demandé. P de I à l'aide des vecteurs epsilon 1 et epsilon 2.
Alors cette formule-là, on l'a vu directement dans le cours, si vous voulez, au niveau de... Quand j'ai fait la démonstration de l'existence et de l'unicité de la projection orthogonale, c'est comme ça que je l'ai défini finalement. J'ai cherché les coefficients et j'ai vu qu'ils étaient égaux à, donc pour P de, il s'appelait X, je pense dans le cours, P de X c'est X scalaire E1 fois E1 plus X scalaire E2 fois E2. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais donc au cours de la démonstration, on a vu cette formule, et comme on s'en est resservi plusieurs fois, je vous l'ai fait écrire et encadrer un peu plus tard. Ça peut servir, je crois qu'elle n'est pas marquée explicitement au programme, mais on l'a vu et vous pouvez l'utiliser. Si vous dites, vous pouvez dire on sait que. Attention, il faut obligatoirement que la base choisie soit orthonormée, epsilon 1, epsilon 2. C'est pour ça que souvent c'est pas pratique. Vous pouvez l'utiliser directement. Oui. Donc pas besoin de la démontrer, mettez bien vos hypothèses. Puisque la base epsilon 1, epsilon 2 est orthonormée, on sait que, et puis vous écrivez votre formule. Rappelez les hypothèses et c'est bon. Donc P de I, on l'a en fonction de epsilon 1 et epsilon 2. Ensuite, montrer ceci. EI scalaire epsilon 1 au carré plus EI scalaire epsilon 2 au carré égale cette formule-là. Alors, donc on va partir de l'hypothèse qu'on n'a pas encore utilisée dans l'énoncé en haut. Elle est, pardon, ici, c'est pas tout en haut, c'est la question de 3. On suppose qu'il existe un plan P tel que les projetés orthogonaux des vecteurs AI, EI sont tous de norme D. Donc c'est ça que j'utilise. Le projeté orthogonal de AI, EI est de norme D. Donc je pars de ça. C'est l'hypothèse qui n'a pas encore été utilisée. Cette norme est égale à D. La projection orthogonale est une application linéaire, donc je peux sortir le AI qui est dans P, je peux le mettre devant. Ça c'est parce que P est une application linéaire. Ensuite au niveau de la norme, quand il y a un scalaire dans la norme, il sort en valeur absolue. Attention. La norme de moins 2x est égale à 2 fois la norme de x. Donc attention au signe, ça sort avec une valeur absolue. J'élève au carré. En général, quand on élève au carré, ça ne reste pas équivalent. Là, ça reste équivalent parce que j'ai la valeur absolue. J'ai bien deux nombres positifs des deux côtés de l'égalité. Donc j'ai gardé mon équivalence. Donc j'ai AI carré, norme de P de I au carré égale D carré. Norme de P de EI au carré, je la calcule à l'aide de la formule qu'on a obtenue à la question précédente. Donc je n'ai pas détaillé, mais il y a peut-être une phrase à faire ici. Comment on calcule la norme d'un vecteur? La norme au carré ici, c'est la somme des carrés des coefficients. Du moment qu'on se place dans une base orthonormée, ça marche, hein, cette formule. Somme des carrés des coefficients, quelle que soit la base orthonormée. Donc c'est pas nécessaire d'avoir les vraies coordonnées dans la base 1, 2, 3, dans la base canonique, puisque ceci est une base orthonormée, ou en tout cas epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3, si je rajoute epsilon 3, j'aurai une base orthonormée de tout l'espace. Donc j'ai la norme de P de I en prenant les carrés des coefficients. La norme au carré en prenant les carrés des coefficients. Donc c'est ce que j'ai fait ici. EI scalaire epsilon 1 au carré, c'est le premier coefficient au carré. EI scalaire epsilon 2 au carré, c'est le deuxième. Voilà, donc après c'est ce qui est demandé, je crois. Je divise simplement par AI carré, et ce qui est demandé c'est ça, c'est écrit avec une somme, je crois. Non, même pas. Donc c'est exactement ce qui est demandé, avec l'écriture, donc E avec les crochets, moi j'ai mis mon produit scalaire comme ça. Ok pour celle-là? Donc celle-là c'était difficile je pense, enfin sauf si on pense à ce stade-là à remonter sur cette hypothèse qui n'était pas écrite sous forme d'une formule, hein. L'hypothèse était donnée avec une phrase en français là. Mais bon, il faut remonter là et penser à l'utiliser. Et après, il n'y a rien de difficile. Voilà, sauf peut-être réaliser qu'avec cette formule-là qui fait intervenir epsilon 1 et epsilon 2, on peut effectivement accéder à la norme de P de I. Pourquoi on peut distribuer les carrés? Alors, je ne sais pas exactement pourquoi on peut distribuer les carrés. Je ne sais pas où j'ai... Je crois pas avoir distribué. Oui, la ligne 4 du calcul. 1, 2, 3, 4. Celle-ci là.
Celle-ci, j'ai pas distribué les carrés, j'ai calculé norme de P de EI au carré. Donc cette norme de P de EI au carré, pour la calculer, je prends l'expression qui est là pour P de EI. P de EI, c'est un certain nombre fois un vecteur, plus un certain nombre fois un vecteur. Il se trouve que cette famille de deux vecteurs, là, est une base orthonormée. Donc elle permet de calculer la norme du vecteur qui est là. La norme au carré, ce sera simplement la somme des carrés des coordonnées. Donc j'ai pas vraiment distribué, j'ai utilisé la formule pour la norme. Donc ça, c'est si vous voulez faire référence au cours. Au début du cours, j'ai défini la norme d'un n-uplet comme étant racine carrée de la somme des xi carrés. Et un peu plus loin, j'ai pris une nouvelle base dans une autre base orthonormée que la base canonique. J'écris les coordonnées dans cette nouvelle base orthonormée et j'ai constaté que la formule pour la norme était encore la même. On peut calculer la norme dans n'importe quelle base orthonormée. C'est la même formule, racine carrée de la somme des carrés des coordonnées. Donc là, c'est ce que j'ai, somme des carrés des coordonnées. Donc voilà pour la question B. Ceci. Ensuite, il faut montrer que la somme des 1 sur AI carré égale 2 sur D carré. Donc, le tout c'est de trouver comment faire. Après, vous allez voir, c'est simple, mais comment deviner comment on va faire avec ça? Alors, il faut essayer de réfléchir à ce qu'on a fait avant. Le 1 sur AI carré, il y est là. Le D carré, il y est aussi. Et vous voyez qu'ils sont placés de la même façon. Ici, c'est D sur AI au carré. Et là, bon, il est de l'autre côté de l'égalité, mais si on le passe de ce côté de l'égalité, il vient au numérateur. Donc en fait, le D sur AI au carré, il y est là. En multipliant des deux côtés par D carré, j'obtiens ici somme des D sur AI au carré, donc le même nombre que celui qui est là, égale 2. Donc je vais voir si en sommant ça, ça fait pas 2. Donc je vais sommer pour i variant de 1 à 3, je vais sommer ces nombres-là. Donc somme de i égale 1 à 3 de D sur AI au carré, ça va faire somme de i égale 1 à 3 de tout ça. Alors je crois que je n'ai pas beaucoup détaillé. Donc le but c'est de trouver 2, hein, vous êtes d'accord? Une fois que j'ai passé, pour démontrer cette égalité, une fois que j'ai passé le D carré de ce côté-ci, il faut montrer que cette somme est égale à 2. Et donc cette somme, comme c'est la somme de ces termes-là, sur i, il faut montrer que la somme de tout ça, sur i, ça fait 2. Donc ça fait la somme sur i des EI epsilon 1 carré, plus la somme sur i des EI epsilon 2 carré. Somme sur i des EI epsilon 1 carré, plus somme sur i des EI epsilon 2 carré. Alors, ce qu'il faut remarquer et qui n'est pas facile, c'est que cette première somme, c'est la norme de E1, c'est la norme de epsilon 1 carré. Pourquoi? Parce que c'est la somme des epsilon 1 scalaire EI au carré, et les epsilon 1 scalaire EI, ce sont les coordonnées de epsilon 1 dans la base E1, E2, E3. Et là, on est en train de faire le même raisonnement que celui qu'on a fait ici, mais c'est à l'envers. Cette fois-ci, la base qui est utilisée, c'est plus epsilon 1, epsilon 2. La base qui est utilisée, c'est E1, E2, E3, qui est la base canonique de R3. Et en considérant, enfin en prenant les produits scalaires, epsilon 1 scalaire E1, epsilon 1 scalaire E2, epsilon 1 scalaire E3, j'ai les coordonnées de epsilon 1 dans cette base E1, E2, E3. Donc en faisant la somme des carrés, j'obtiens la norme de epsilon 1 au carré, ici. Donc cette première somme, je vais quitter ça. Cette première somme, c'est la norme de epsilon 1 au carré. Cette deuxième somme, c'est la norme de epsilon 2 au carré. Comment on sait dans quelle base on se place? On a des bases. Et là, il faut avoir l'idée. Il faut reconnaître peut-être visuellement que là, on a une somme de carrés. Une somme de carrés, ça peut être une norme. Surtout, on veut trouver que ça fait 2. Donc, on a une somme de 2 termes qui se ressemblent quand même beaucoup. On veut montrer que le total fait 2. Donc, on se dit bien que chacun doit faire 1. Qu'est-ce qu'on a qui vaut 1? On a une norme. Et puis là, c'est une somme de carrés. Donc, ça aide à penser que cette somme de carrés, c'est peut-être une norme. Et effectivement, vu comment elle est construite, c'est la somme des epsilon 1 scalaire EI qui sont les coordonnées de epsilon 1 dans la base E1, E2, E3. De la même façon que... Non, pas tout à fait de la même façon. Ça suivait d'un calcul. Mais voilà. Donc,
c'est ça qu'on utilise. Pourquoi les coordonnées dans la base, dans une base sont les produits scalaires? Je ne sais pas si je l'ai mis en théorème encadré dans le cours. Si je le fais sur la feuille. Donc, epsilon 1, si je cherche ces coordonnées dans la base E1, E2, E3, donc j'appelle ces coordonnées A1, A2, A3, je ne les connais pas. Je suis en train d'annoncer que AI est égal en fait à epsilon I, epsilon 1 scalaire EI. Donc ça, je pense qu'il faut le savoir. Pardon, je sais pas. Voilà, je suis en train d'annoncer ça. Les coordonnées d'un vecteur, ici epsilon 1, ce sont les produits scalaires avec les vecteurs de la base orthonormée considérée. Ça, je pense que vous pouvez le savoir, ça doit être quelque part dans le cours. Je ne sais pas si je l'ai encadré en tant que théorème ou signalé au fil d'une discussion plus loin, mais on s'en est déjà servi. Donc pourquoi c'est vrai? Parce que quand je fais le produit scalaire epsilon 1 scalaire E1, j'obtiens, en développant par bilinéarité du produit scalaire, A1, E1 scalaire E1, plus A2, E2 scalaire E1, plus A3, E3 scalaire E1. Or, celui-ci vaut 1 parce que c'est une base orthonormée, donc ça c'est la norme de E1 au carré. Celui-ci vaut 0 parce que la famille est orthogonale, et celui-ci vaut 0 aussi. Et donc en fait ça fait A1. Donc les coordonnées du vecteur epsilon 1 dans la base orthonormée E1, E2, E3, donc les coordonnées, les nombres que je cherche ici, ce sont les produits scalaires de mon vecteur avec chacun des vecteurs de la base orthonormée considérée. Avec E1, produit scalaire avec E1 pour obtenir A1, produit scalaire avec E2 pour obtenir A2, et avec E3 pour obtenir A3. Voilà, donc ça c'est la question ultra difficile du sujet, je pense, où il faut faire cette gymnastique mentale de renverser l'idée, c'est-à-dire que on a deux bases, et jusqu'ici on avait considéré des coordonnées dans la base epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3, qui n'apparaît pas parce qu'on est dans P, dans le plan. Et maintenant pour cette question, il faut le penser à l'envers, il faut considérer les coordonnées de epsilon 1 et epsilon 2 dans la base E1, E2, E3, parce que c'était initialement une base elle aussi, ce qu'on n'avait pas encore utilisé. Voilà, donc ça, il faut y penser, c'est pas dit, enfin, l'énoncé ne vous guide pas assez sur ça. Rappelez-vous que c'est un exercice d'oral. Je pense qu'à l'écrit, à cette question-là, ils auraient dit, en vous plaçant cette fois-ci dans la base E1, E2, E3, montrer que, par exemple. Ou peut-être une question intermédiaire pour calculer une expression, enfin pour calculer cette somme-là, avec l'indication de se placer dans la base E1, E2, E3. Je pense qu'il y aurait une indication. C'est rare qu'à l'écrit, il y ait des questions très ouvertes. Et en tout cas, si c'est le cas, c'est des questions de fin de partie qui ne sont pas bloquantes pour la suite. Voilà. Alors, je continue, s'il n'y a pas de questions sur la C. Donc, on a établi cette formule-là. Ensuite, pour tout i, montrer que valeur absolue de AI est supérieure ou égale à D, puis que ceci. Alors, valeur absolue de AI supérieure ou égale à D, en voyant la question, je me suis dit, ok, je vais y réfléchir après, parce que là, je vois ça, je vois comment faire. Je vois qu'il faut utiliser ça, somme d à k carré. Donc j'ai plutôt pensé à faire celle-là d'abord, en me disant que si AI est plus grand que D, ceci est plus grand que D au carré, donc ceci est plus grand, tout ça c'est plus grand que la somme des D carrés sur AI carré, et c'est donc d'après cette formule-là, c'est plus grand que 2. Donc voilà,
Donc, je ne sais pas si c'est un conseil que je peux donner, mais en tout cas, en voyant la question, il faut la lire dans sa globalité. Il faut toujours lire les questions dans leur globalité, même éventuellement jeter un petit coup d'œil en dessous pour voir s'il n'y a pas des indications. Et là, je me dis qu'une fois que j'aurai démontré que valeur absolue de AI est plus grand que D, bah ça découle automatiquement de la formule qui est juste au-dessus. Donc on a juste ça à démontrer. Alors pour ça, on va utiliser, je pense, quelque chose qu'on n'a pas encore tout à fait utilisé, mais c'est où est-ce que AI et D interviennent, c'est au niveau de la projection orthogonale. On sait que la norme de P de AI EI vaut D. Donc c'est ça que j'utilise ici. Donc P de AI EI vaut D. Alors je reprends une partie du calcul, ça je l'avais utilisé ici. P de AI EI vaut D, et je pars directement de là et je divise pour avoir norme de P de EI. Donc le AI qui est à l'intérieur, je le sors d'abord du P, puis je le sors, ça devient une valeur absolue, et ça me donne norme de P de I, norme de P de I qui vaut D sur valeur absolue de AI. Et là, il faut quelque chose de plus. Il faut voir la géométrie qui est derrière. La norme du projeté orthogonal, elle est plus petite que la norme du vecteur. Le vecteur est comme ça, penché. Le plan est horizontal. Quand je projette mon vecteur, donc imaginez le plan horizontal, c'est le plan de ma table, même si la caméra n'est pas tout à fait dessus. Donc le plan horizontal ici, mon vecteur qui est penché comme ça, je le projette, ça veut dire que je descends verticalement sur le plan de la table, et le vecteur, le projeté orthogonal, il est là. C'est le vecteur qui est au sol. Donc on voit que sa norme est plus petite que la norme du vecteur lui-même. C'est juste que ce côté de mon triangle rectangle, l'angle droit est ici, c'est un côté, il est plus court que l'hypoténuse. Donc c'est juste Pythagore qui nous dit ça. Parce que la longueur de celui-ci au carré, c'est la somme des deux carrés là. Donc c'est plus grand que cette longueur-là au carré. Donc cette longueur est plus grande que cette longueur. Donc c'est directement Pythagore. Il a été écrit dans le cours sous cette forme-là aussi, enfin avec la somme. Donc il nous dit que Pythagore dans le cours, utilisé pour les projections orthogonales, me dit que la norme de EI au carré est égale à la norme de P de EI au carré plus la norme de la différence au carré, EI moins P de EI. Donc la norme du projeté est plus petite que la norme du vecteur, qui vaut 1, donc D sur valeur absolue de AI est plus petit que 1. Et donc c'est ce qu'on voulait démontrer en passant le AI à droite, D est plus petit que valeur absolue de AI. Voilà. Donc la suite de la question, je l'ai faite oralement, ça découle juste de la question précédente. Donc juste Pythagore à utiliser. Voilà, donc je le trouve assez complet cet exercice, parce qu'il y a un peu tout ce qui est dans le cours de produits scalaires. Il y a un exemple explicite avec des calculs à faire, vous êtes libre de votre méthode. Alors là c'est à l'oral, vous étiez libre, pour cet exercice d'oral, vous étiez libre de le faire comme vous vouliez. À l'écrit ce serait guidé. C'est sûr, hein. Enfin, oui, je suis sûre, presque sûr que ce serait guidé. Donc si c'est guidé sur la méthode que j'ai faite aujourd'hui, on vous ferait d'abord rappeler la définition de projection orthogonale, le fait que c'est l'unique vecteur tel que la différence soit orthogonale à tous les vecteurs du plan. On vous ferait choisir les deux vecteurs pour faire le produit scalaire. Enfin voilà. Il faut quand même avoir compris la notion, hein, mais vous seriez guidé, je pense que ça aide. Si c'est une méthode matricielle, je pense que c'est plus facile de guider sur la méthode matricielle à l'écrit. Donc c'est pareil, vous seriez guidé. On commencerait par vous faire écrire la matrice de la projection orthogonale, puis les calculs de vecteurs, d'images de vecteurs. Alors j'ai dit beaucoup de choses, hein. Je pense que c'est un sujet qui est très touffu. Je l'ai enregistré, donc si ça a marché, je vais le mettre sur YouTube. Est-ce que vous avez déjà tout de suite des questions sur ce sujet ?